Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous tous les jours les actualités du secteur donc de la gestion de patrimoine à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons avec Alexandre Stashchenko, le directeur blockchain et crypto de chez KPMG France, mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de Ladan sur deux éléments clés du Bitcoin en lien avec l'actualité. Alors nous n'allons pas vous parler du cours du Bitcoin, encore que cela viendra peut-être dans nos échanges, mais on va plutôt vous parler de son incensurabilité et les cas où cette incensurabilité peut avoir son intérêt. Mais nous allons également évoquer l'utilisation du Bitcoin comme valeur refuge dans certaines économies où l'inflation est forte, à l'instar du Liban ou de la Turquie. Et ensuite, dans Enjeu patrimoine, nous nous poserons une question de droit. Les établissements financiers ont-ils le droit de fermer unilatéralement des comptes que vous possédez chez eux ? Eh bien oui, certains clients de néobanques comme N26 ou ING l'ont appris à leurs dépens. Ils ont vu ces organismes financiers fermer leurs comptes unilatéralement, dans le cas d'ING en lien avec le retrait de la filiale française donc du territoire français, et dans le cas de N26 sans raison clairement identifiée, même s'il y en a qui sont évidemment évoquées, on en reviendra en plateau. Nous nous demanderons donc si la fermeture de compte unilatéral est légale et surtout nous tenterons de comprendre et de répondre à toutes les questions que cela pose avec Michel Guillot, président de France Consobank, et Emma Leotti, avocate spécialisée en droit bancaire. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Et Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos. On va s'intéresser à l'incensurabilité du Bitcoin, je le disais en introduction, mais aussi au rôle de valeur refuge que le Bitcoin peut endosser dans certains cas, et notamment dans des économies qui subissent de très fortes, voire de très très fortes inflations. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko. Bonjour Alexandre Stashchenko. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de Ladan. Je rappelle aussi que vous avez écrit une tribune en début d'année, une manuel de survie qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux ou dans certains médias donc consacrés aux crypto-monnaies, un manuel de survie dans la jungle des poncifs anti-Bitcoin. On va peut-être y revenir si on a le temps dans cette émission. Juste avant, il y a deux sujets que je trouve intéressants de creuser avec vous, alors qui sont pas forcément en lien direct avec l'actualité, mais qui font quand même le lien avec ce qu'on voit de l'actualité récente en matière de crypto. D'abord, c'est ce qu'on pourrait appeler l'incensurabilité du Bitcoin, à savoir cette notion qu'on ne peut pas venir censurer finalement des transactions en Bitcoin, et on peut le voir notamment quand on veut financer en fait des projets. Alors ça pose un certain nombre de questions, ça va peut-être avec les critiques qu'on peut voir sur le Bitcoin, mais cette incensurabilité, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet fondamentalement ? L'incensurabilité de Bitcoin, j'allais dire, c'est dans son nom. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas censurer une transaction. Quand on dispose d'un mot de passe Bitcoin et qu'on dispose de Bitcoin, on peut faire une transaction et personne ne peut nous en empêcher. D'accord. Donc ça, c'est un avantage en fait, sur lequel la plupart des gens dans les pays occidentaux ont mis du temps avant de se rendre compte en fait, de la qualité de cet avantage. Parce que quand on est bancarisé, que tout va bien, qu'on peut envoyer des virements un peu partout sans problème, on ne se rend pas compte de l'intérêt d'avoir des virements ou des transferts d'argent incensurables. La première fois dans l'histoire de Bitcoin que l'incensurabilité a vraiment eu un vrai cas d'usage, et ça a été mis en avant par l'actualité, c'était directement en 2010, à peine un an après la création de Bitcoin, puisque à ce moment-là, il y avait eu des révélations de Wikileaks, notamment sur les écoutes diplomatiques des États-Unis, etc. Assange, et Julian Assange, à ce moment-là, s'est vu fermer tous ses comptes bancaires. Toutes les institutions financières sont vues interdites de traiter avec Julian Assange. Et donc Julian Assange, à ce moment-là, évidemment, investigue les solutions disponibles et voit que Bitcoin lui permet cela. Alors, c'est drôle parce qu'à l'époque, Satoshi Nakamoto, directement sur un forum, lui dit « Ne fais pas ça, s'il te plaît, parce que Bitcoin est trop jeune et ça attirerait la lumière sur Bitcoin, donc ne fais pas ça. » Ce que Julian Assange a fait, d'ailleurs, il a attendu avant d'utiliser Bitcoin. Mais par la suite, on le revoit. Et en ce moment, d'ailleurs, depuis 2011-2012, Wikileaks a levé près de 50 millions de dollars en Bitcoin, puisqu'ils n'ont pas accès, en fait, au reste du système financier. Et de manière plus
actuelle, l'incensurabilité, elle est revenue sur le devant de la scène avec plusieurs choses. Il y a eu les manifestations à Hong Kong il y a quelques temps. Il y a eu Edward Snowden lorsqu'il avait vendu son livre et qu'il a eu le même problème que Julian Assange, c'est-à-dire que tous ses comptes ont été fermés et il a dû se financer en Bitcoin. Il y a eu également en Iran des transactions qui étaient possibles, évidemment, sans la censure. Et puis, encore plus récemment, il y a eu 2 sujets. Le premier, c'est celui actuel au Canada, celui avec le Freedom Convoy, donc avec les routiers qui bloquent la capitale canadienne, Ottawa. Et il y a eu cette levée de fonds de 8 millions de dollars qui a été faite sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle GoFundMe. Et le gouvernement canadien, qui, on va dire, dans des raisonnements peut-être un peu simplistes, traite les manifestants de fascistes, de racistes, de misogynes, de tout ce qu'on veut. Et donc, à la fin, il demande à GoFundMe, ne leur donnez pas cet argent, vous n'avez pas le droit. Parce que là, c'était pas en Bitcoin pour le coup, c'était une levée de fonds classique sur une plateforme en fait, d'échange ou de crowdfunding. Plateforme de crowdfunding tout à fait normale. Et donc, à partir du moment où le gouvernement canadien dit à la plateforme, vous n'avez pas le droit de leur remettre cet argent, GoFundMe s'exécute et dit, on vous rend votre argent, vous les donateurs. Mais donc, ça a fait un tollé, ça a fait scandale. Et beaucoup de gens ont dit, mais comment ça se fait qu'on puisse pas financer une cause qui nous est chère alors même qu'elle n'est pas illégale? C'est intéressant parce que sur le devant de la scène l'incensurabilité justement. Mais c'est intéressant parce que dans les exemples que vous donnez, il y a des exemples de différents régimes politiques, donc qui défendent d'ailleurs des causes différentes, mais il y a toujours cette idée d'être en capacité en fait d'interdire des levées de fonds. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'avec Bitcoin, c'est complètement impossible du fait que c'est complètement décentralisé finalement. Exactement. Encore une fois, c'est dans la nature même de cette monnaie-là, c'est qu'elle n'est pas contrôlée par un intermédiaire. Donc quand vous faites une transaction, elle n'est pas vérifiée. Il n'y a personne pour dire d'accord, j'aime bien ce que vous faites. On fait la transaction, point à la ligne. Donc philosophiquement, c'est intéressant parce que d'un point de vue responsabilité, évidemment, le Bitcoin met en avant la responsabilité individuelle. On a le droit de faire ce qu'on veut avec son argent. On peut financer ce qu'on veut. Et donc c'est toujours les 2 faces d'une même pièce. Financer ce qu'on veut, c'est financer. On a eu le cas aussi en Afghanistan. Les femmes afghanes, elles se financent aussi grâce à Bitcoin parce que sans ça, elles ont un contrôle de leurs capitaux et elles sont sous la coupe de soit leur mari, soit leur père, soit les talibans. Et avec Bitcoin, elles ont la capacité d'être freelance dans l'informatique, de se financer, de recevoir des salaires, sans même d'ailleurs que leur entourage ne soit au courant, et donc une forme de liberté. Mais l'autre face de la pièce, c'est toujours la même chose, c'est que quand on permet la responsabilité individuelle et la résilience dans une société, on a toujours l'autre face de la pièce, c'est-à-dire forcément, on va aussi permettre des choses qu'on n'a pas envie de voir collectivement. Et effectivement, il faut le rappeler aussi, alors c'est effectivement une critique qui a été très souvent faite à Bitcoin au début, mais c'est qu'on peut aussi financer des activités illégales du fait de la décentralisation pour le coup. Bien sûr, il faut aussi rappeler par contre, à l'inverse, qu'on n'a pas attendu Bitcoin pour financer des activités illégales. Et d'ailleurs qu'en proportion, le financement des activités illicites est largement inférieur sur Bitcoin que ça ne l'est sur les monnaies traditionnelles, de l'ordre d'un facteur 10 ou 20. Donc ça reste une monnaie aujourd'hui qui est très peu utilisée pour des activités illicites. Cependant, j'allais dire philosophiquement, effectivement, c'est une question qu'il faut se poser. Parce qu'une société dans laquelle on ne peut pas dévier, être déviant d'une certaine façon, c'est pas une société souhaitable en réalité, même si c'est peut-être contre-intuitif. Ça s'appelle Minority Report ou ça s'appelle 1984. Donc l'incensurabilité permet d'essayer d'éviter ce chemin-là. Ça permet du bien et du moins bien. Mais en tout cas, c'est une caractéristique qui revient sur le devant de la scène, notamment avec ce Freedom Convoy et avec le Liban aussi, où il y a le sujet de l'inflation qui vient en prime. Non, mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que on ne fait pas de politique dans cette émission, mais en fait, on se rend compte que ce sujet évoqué concerne tous les régimes politiques. Et en fait, dans certains cas, on peut trouver qu'effectivement, c'est une porte de sortie dans des régimes autoritaires. Et dans d'autres cas, on se dit, tiens, mais en fait, finalement, ça va peut-être plus financer quelque chose qui peut avoir un impact contre moi. Mais donc, en fait, ça pose la question de s'affranchir totalement du politique dans la création monétaire ou dans la levée de fonds, quoi. Politiquement, c'est parce qu'on revient à une conception de la monnaie où cette monnaie, elle doit être neutre. Et donc, effectivement, comme tout outil, un marteau, on peut s'en servir pour planter un clou et on peut s'en servir pour tuer quelqu'un. Bon, est-ce qu'on va interdire les marteaux? Je ne crois pas. C'est pareil pour les couteaux, c'est pareil pour n'importe quel outil. Donc c'est une question d'encadrement de cette utilisation. Aujourd'hui, la régulation, elle progresse sur le sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Mais en règle générale, quand on se retrouve à être sur la pente d'interdiction d'un outil juste parce qu'il permettrait de faire des activités illicites, ce qui est encore une fois largement faux en proportion, en fait, c'est aussi un vaccin contre les dérives autoritaristes, même des régimes démocratiques. Alors justement, quand on parle de s'affranchir de politique ou en tout cas d'utilisation du Bitcoin ou de crypto-monnaie en lien avec la politique ou l'économie d'un pays, moi il y a 2 exemples qui m'ont marqué récemment. C'est l'exemple du Liban ou de la Turquie, deux pays qui ont subi de plein fouet une inflation forte, une dévaluation de leur monnaie. Et on a vu du coup automatiquement des citoyens aller massivement vers le Bitcoin, alors là même, par exemple, si je prends l'exemple du Liban, que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à des crypto-monnaies au Liban qu'en France, par exemple, pour avoir accès à des plateformes ou autres.
Et on a vu ce rôle presque de valeur refuge face à une crise de confiance dans un système bancaire ou face tout simplement à une inflation incontrôlée dans ces pays-là. Comment est-ce qu'on l'explique? Parce qu'il y avait une valeur refuge qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'or pour le coup. Là, le cours reste plutôt stable. Alors ça bouge un petit peu, mais ça reste en tout cas plus stable que les monnaies de ces pays-là. Comment est-ce qu'on explique qu'on aille vers le Bitcoin du coup dans ces pays-là? Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. D'abord, pour un point de contexte, c'est vrai que du point de vue occidental, on a du mal à se dire, mais il y a des gens qui font plus confiance à Bitcoin qu'au système bancaire, ce sont des fous. Pas du tout. Encore une fois, il faut vraiment se décentrer et regarder ce qui se passe dans le monde. À part les 3-4 premières monnaies du monde, c'est-à-dire l'euro, dollar, yen, pound, en gros, franc suisse, etc. Le reste des monnaies, il subit une inflation très forte, en tout cas une dévaluation de sa valeur très forte sur les années, voire une volatilité extrême pour certains cas. Dans le cas du Liban comme de la Turquie, on approche des 40% annuels d'inflation. Concrètement, ça veut dire qu'en 2-3 ans, vous avez perdu la moitié de votre patrimoine. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est évidemment quand on est au Liban que on a un système bancaire qui ne rend pas les dollars qu'on lui donne et qui en plus effectivement génère une monnaie qui perd la moitié de sa valeur chaque année ou tous les 2 ans, la question ne se pose pas de la même façon. Il faut aussi se rendre compte par exemple qu'en Turquie on a même eu un hack d'une plateforme d'échange de crypto il y a 1 an ou 2 je crois de mémoire, et que malgré ça on a quand même une très forte progression de l'adoption. Donc c'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait un hack dans le secteur des cryptos, les gens ont quand même plus confiance dans le système plutôt que dans les banques. Même je voyais au Liban, ils passent par des conversations Telegram ou par des boutiques Bitcoin qui sont on est loin des PSAN qu'on connaît pour le coup en France. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Donc effectivement l'organisation, j'allais dire presque organique, où effectivement les gens vont se trouver des groupes pour s'échanger presque physiquement des Bitcoins. Alors pourquoi cette préférence du Bitcoin par rapport à l'or? Parce que l'or n'est pas très facile en fait d'accès pour n'importe qui. Et ensuite il y a cet aspect où Bitcoin est les deux choses à la fois, c'est-à-dire c'est un système de paiement et c'est une réserve de valeur. C'est une réserve de valeur qui permet de se protéger contre l'inflation, on l'a dit, mais aussi contre un système en disant j'ai plus besoin de banque, j'ai plus besoin de rien. Donc dans certaines interviews, on voit des gens qui disent moi même si demain on me dit que tout va bien, je ne remets pas mon argent à la banque, je ne leur fais pas confiance. Donc il y a cet aspect réserve où effectivement le Bitcoin, malgré sa volatilité, ça fait 12 ans qu'il progresse à la hausse globalement. Donc comme sa rareté est prouvée et qu'on ne pourra pas la toucher, ça sert d'actif refuge. En tout cas, ça a les caractéristiques pour le devenir et ça ne demande plus qu'à réunir un consensus social comme n'importe quelle monnaie. Et son aspect paiement est en train de se développer beaucoup. Il y a notamment des systèmes, on va dire, en surcouche de Bitcoin qui aujourd'hui permettent de payer très simplement. On peut envoyer une transaction à l'autre bout de la planète en 10 secondes pour 1 centime de dollar de frais de transaction. Le tout, encore une fois, sans aucun acteur financier dans l'opération. On revient à l'incensurabilité du Bitcoin, bien sûr. L'incensurabilité, mais aussi l'inaccès. Le Salvador, dont on parle récemment parce qu'ils en ont fait leur monnaie légale, le Bitcoin, une des raisons fondamentales de le faire, c'est parce que les 3/4 de la population n'ont pas accès à un système bancaire. Ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont rien. Donc forcément, entre avoir un téléphone et télécharger une appli versus ouvrir un compte bancaire alors que globalement les banques n'ont pas servi ces gens-là sur les 200 dernières années, en fait il y en a un qui est plus accessible que l'autre. Donc toutes ces caractéristiques ensemble font que si vous êtes au Liban ou en Turquie aujourd'hui, vous avez un intérêt, si vous ne voulez pas perdre la moitié de votre patrimoine en 2 ans, à considérer des alternatives, et le Bitcoin est en train d'en devenir une sérieuse. Alors il nous reste vraiment quelques secondes, mais si je comprends bien finalement dire que le Bitcoin est trop volatile, en fait on peut se le permettre quand on est dans une économie en euros ou en dollars, parce qu'effectivement c'est plus volatile que l'euro ou le dollar, mais ça n'est pas une réalité partout dans le monde pour le coup. Déjà, en fait, il faut définir volatile. Volatile, c'est par rapport à quelque chose. Donc forcément, à partir du moment où le dollar est l'étalon, le dollar risque pas d'être volatile puisqu'il vaut toujours $1. Mais donc ça, c'est une vue de l'esprit. Si vous libellez le dollar en Bitcoin, vous allez dire que le dollar est volatile par rapport au Bitcoin. Donc évidemment, c'est un exercice de pensée, mais c'est juste pour dire que c'est par rapport à une référence. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, des monnaies stables, encore une fois, il y en a 3-4 dans le monde, il n'y en a pas 26. Donc c'est un luxe plus qu'une réalité pour la plupart de la population. Et cette volatilité, en réalité, c'est une question d'horizon de détention. Si vous détenez votre Bitcoin à court terme et que vous êtes là pour faire du trading intraday ou sur plusieurs jours, la volatilité, elle va être un vrai sujet parce que vous exposez à des fortes pertes ou des forts gains. Par contre, si vous les détenez à long terme, ce qu'a montré les précédentes années, alors ce qui ne préjuge pas des performances futures, mais c'est que de toute façon, on est sur une classe d'actifs qui, dans sa construction même et dans son adoption, a une tendance haussière. Donc en fait, si vous prenez 10% en moyenne par an, même si c'est volatile au milieu et que votre horizon de détention c'est 5 ans, vous en fichez de la volatilité, c'est pas votre sujet. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup Alexandre Stashchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France, mais aussi cofondateur de Blockchain Partner et de Ladan. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons revenir sur plusieurs actualités qui ont de quoi surprendre et qui posent une question de droit, mais aussi de politique commerciale lorsqu'il s'agit de la gestion de votre argent. On a pu lire dans la presse il y a un peu plus d'un mois que la néobanque N26 avait décidé de fermer unilatéralement plusieurs comptes de ses clients dont certains n'ont pas encore pu récupérer leurs dépôts. La banque N26 plaide pour, de son côté en tout cas, une lutte contre le blanchiment d'argent et déclare que 97% des clients concernés ont été remboursés. On verra si mes invités en plateau ont la même vision sur le sujet. De son côté, la filiale française d'ING, donc néobanque ou organisme financier néerlandais, a décidé de se retirer du marché français et a pour cela décidé de fermer unilatéralement, là également, un certain nombre de comptes sur livret, les livrets épargne orange. Ça concerne essentiellement les clients qui ne possédaient qu'un compte sur livret, donc livret épargne orange au sein de la néobanque. Deux dossiers très différents, mais qui posent la même question, car ils mettent en lumière la capacité pour un organisme financier de fermer un compte ouvert chez lui sans votre accord. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Michel Guillot, président de France Consobank. Bonjour Michel Guillot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et Emma Leotti, avocate spécialisée en droit bancaire au sein du cabinet Choiset. Bonjour Emma Leotti. Bonjour. Bienvenue donc à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. Première question pour vous Michel Guillot. J'ai rappelé les faits brièvement. Je pense qu'on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail avec Emma Leotti. Mais tout d'abord, Michel Guillot, un organisme financier, aujourd'hui en France, a le droit de fermer un compte, votre compte, sans vous demander votre avis ou votre accord avant ? Hélas oui, parce que nous, c'est une de nos revendications de base, c'est le côté arbitraire de la clôture d'un compte, qui est un vrai traumatisme pour ceux qui subissent cette fermeture. Alors au jour d'aujourd'hui, Maître Leotti pourra confirmer, je pense, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une banque peut clôturer un compte sans motif. Elle a simplement comme obligation de respecter un délai. D'ailleurs, même le délai parfois n'est pas respecté. Et nous, dans les revendications qu'on va faire d'ailleurs apparaître dans une période qui est assez propice pour faire évoluer le cadre législatif, on va demander à ce que les banques, si elles clôturent des comptes, ça soit sur juste motif. D'accord. Parce que là, il n'y a pas de motif invoqué. On peut le faire à n'importe quel moment. Moi, j'ai donné deux exemples, mais deux exemples d'entreprises, on le rappelle, qui ne sont pas françaises, qui ont des filiales en France, mais qui ne sont pas françaises. Là, en France, n'importe quel organisme financier peut fermer un compte. Exactement. Donc nous, là-dessus, on dénonce cet arbitraire. Et si vous voulez, c'est vraiment un sujet d'incompréhension pour nos concitoyens, d'autant plus que le compte bancaire, c'est devenu un produit, on va dire, obligatoire. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction apparente dans les termes. Comment est-ce qu'on peut clôturer d'une façon arbitraire un produit qui, de facto, est devenu obligatoire, puisque là, une petite statistique Banque de France, 99,6% de nos concitoyens ont un compte bancaire. Nous, je sais qu'au niveau de l'association, on a quelques irréductibles gaulois qui essayent de vivre sans compte bancaire. Donc les 0,4%, c'est très difficile. C'est encore plus difficile que de ne pas être vacciné. D'accord. Peut-être une petite parenthèse humoristique. Avec l'actualité, mais bon, le sujet, c'est les comptes bancaires. Donc il y a une très grande incompréhension là-dessus. Incompréhension qui est d'autant plus grande, si vous voulez, qu'on assiste régulièrement à des campagnes de clôture de compte. Alors bon, là, N26 ou ING, je pense qu'on en reparlera, c'est la face visible de l'actualité, mais je dirais que d'une façon permanente et souterraine, des banques, pratiquement d'ailleurs toutes les banques, font des campagnes de clôture de comptes, tout simplement parce que les comptes en question ne sont pas rentables. D'accord. Donc ça, c'est un sujet de rentabilité du compte et on peut décider de fermer votre compte parce que ce n'est pas rentable pour l'organisme financier. Exactement. Et ça, nous, on le voit très souvent parce que, si vous voulez, en tant qu'association, on est la première association de France pour la défense des consommateurs bancaires. Donc, en quelque sorte, nos adhérents jouent le rôle de lanceurs d'alerte et puis nous aussi. Donc, quand on voit tout d'un coup X adhérents qui viennent de la même banque pour le même motif, à savoir une clôture de compte, on se dit ça y est, il y a une campagne qui est lancée. Alors tout ça est fait en général très discrètement. Pour l'instant, on n'a jamais pris la main dans le sac d'une banque, le cas d'une banque qui dirait, compte pas rentable, on ferme. Donc nous, ce qu'on soupçonne, si vous voulez, c'est plutôt des clôtures, on va dire, sectorielles, sur une agence, un groupe d'agences, une région. En tout cas,
c'est un phénomène qui existe. Alors, Emma Leotti, justement, cette question de la rentabilité, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce qu'on a un peu l'impression que derrière les fermetures de comptes ING et N26, en tout cas, c'est ce que j'ai pu lire, il y a ce sujet de la rentabilité. C'est-à-dire que chez N26, en fait, on a des comptes sur lesquels dormaient certains dépôts, mais qui n'étaient pas souvent utilisés. Chez ING, en fait, on a fermé des livrets d'épargne Orange, qui d'ailleurs, rappelons-le, ne rapportaient pas grand-chose, mais qui n'étaient pas utilisés. Oui. Rien du tout d'ailleurs, nous précise Michel Guillot, mais qui n'étaient pas utilisés. Et on parle de clients qui n'avaient rien d'autre dans les banques en question. Et je rappelle juste pour ING, on parle d'une filiale française. ING décide de se retirer du marché français et se pose la question de la revente de la filiale et donc potentiellement, entre guillemets, de l'attractivité de la filiale en question. Donc ça pose la question de la rentabilité. Vous pensez, vous, que c'est l'explication sur ces deux sujets? Parce que vous défendez des consommateurs sur les deux sujets? Alors oui, en l'occurrence, j'interviens principalement au soutien de la défense de consommateurs qui étaient des anciens clients de la banque N26. D'accord. Je rejoins le propos de Michel. Il y a une prohibition en droit français des engagements perpétuels. Donc un banquier peut unilatéralement décider de fermer un compte sans motiver sa décision. La problématique des clients et des anciens clients de la banque N26 est d'obtenir la restitution de leur solde créditeur et de se mettre d'accord avec la banque N26 sur le montant, sur le dernier relevé bancaire qui est la preuve attestant du solde créditeur. Et en l'occurrence, c'est la vraie problématique de ce dossier, la restitution dans un temps donc normal, à première demande des anciens clients, du solde créditeur porté au crédit des comptes de dépôt. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est épargnant, qu'on a un compte bancaire dans une néobanque, effectivement, comme N26, qu'on n'utilise pas depuis plusieurs années, mais bon, enfin, on a quand même, mettons, 300 € dessus, et que là, on nous explique que c'est fermé pour cause de lutte contre le blanchiment d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en l'occurrence, il ne faut pas hésiter à solliciter la banque N26, par exemple, en l'occurrence, prenons cet exemple, à lui écrire, à solliciter des explications, même si elle vous opposera la lutte contre le blanchiment et donc l'absence de motivation liée à cet argument. Il faut également solliciter la CPR qui pourra potentiellement, je l'espère, à l'avenir intervenir en la matière. Il faut aussi agir potentiellement en justice, se regrouper, parce que dans le cadre de ces groupements, l'argument, il est facile. Vous n'avez pas à justifier qu'il y a un problème de blanchiment d'argent potentiellement sur le compte du consommateur et vous invoquez l'argument sans justificatif. Donc, il faut se mobiliser, se regrouper parce que la banque N26 le dit elle-même, il y a des erreurs matérielles portées donc sur le fonctionnement de ces comptes et donc tout n'est pas lié au blanchiment d'argent. Dans mes clients, j'ai en l'occurrence des personnes âgées qui ont 80 ans et ça je n'ai pas manqué de le rappeler à la banque N26. Je ne pense pas qu'une dame qui a 80 ans effectue des opérations illégales au crédit de son compte alors qu'elle a uniquement porté au crédit sa petite retraite. Parce que justement le sujet blanchiment d'argent, vous connaissez le dossier beaucoup mieux que nous ici et c'est l'excuse ou en tout cas la raison invoquée pour l'ensemble des fermetures ou ça concerne certains comptes spécifiquement pour qu'on comprenne bien? Alors, en l'occurrence, N26 n'a pas encore répondu à l'assignation que j'ai faite délivrer et dont l'audience se tiendra le 12 avril prochain devant le tribunal judiciaire de Nanterre. J'imagine que l'argument invoqué sera le blanchiment d'argent. Ah, donc là, pour le coup, moi, ce que je lis, c'est ce qui a été envoyé par voie de presse, pour le coup. Exactement, ce sont leurs arguments divulgués dans la presse, dans laquelle ils indiquent qu'il y a un problème potentiellement de blanchiment d'argent, mais aussi un problème d'erreur matérielle. Je parle donc sous le contrôle des articles de presse qui ont été diffusés. Michel Guillot, l'heure tourne, j'ai envie de comprendre un autre élément clé, on en parlait au tout début, on parle de deux établissements financiers, deux néobanques, qui ne sont pas de droit français, mais qui sont toutes les deux de droit
européen. Enfin, ING France est de droit français, attention. D'accord, mais c'est la filiale d'un groupe qui, pour le coup, qui a son siège aux Pays-Bas. Mais si vous voulez, donc ING N26, pour moi, en termes de procédure, les choses sont radicalement différentes. ING, obéit à la réglementation française et au droit de la consommation tel qu'il existe en France, tout simplement parce que donc il y a une filiale qui est installée en France. C'est pas le cas de N26, donc les problématiques sont un petit peu différentes. D'ailleurs, à mon avis, c'est plus compliqué dans le cas de N26 que d'ING. Autre point que je voulais mais parce préciser... que ça veut dire que quand on n'est pas... le droit bancaire ou le droit d'un épargnant s'arrête à la frontière française, alors là même qu'on est sur un espace économique européen ? Oui, exactement. Alors ça, si vous voulez, c'est une de nos un de nos grands soucis en termes de procédures, quand il s'agit de mener des procédures, parce que notre association mène également des procédures. Quand les banques relèvent du droit français, pas de problème, si vous voulez, par exemple, sur les règles de compétence des tribunaux. D'accord. Sur les banques étrangères, nous, ce qu'on craint, et d'ailleurs l'épisode N26 sera assez instructif de ce côté-là, c'est que la banque commence déjà par contester la compétence du tribunal devant lequel elle est assignée. N26 basé en Allemagne, d'accord. Ça reste le voisin, c'est à côté. Hein, mais... oui, mais juste dernière précision. Il faut savoir, par exemple, le coût des procédures en Allemagne est prohibitif par rapport à celui qui peut exister en France. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire les procédures... Qu'est-ce qui les prend en charge si jamais elle décide... Oui, il faut toujours essayer de faire les procédures sur son sol national quand on peut. Emma Leotti, vous vouliez réagir sur ce sujet de la compétence territoriale ? Oui, bien évidemment, l'argument, il est aisé pour N26 que d'invoquer la compétence des tribunaux allemands, puisque le siège de la banque N26 est en Allemagne. Il se trouve que le droit européen est protecteur des consommateurs, et notamment le règlement Rome 1 et Bruxelles 1 bis indiquent que les juridictions compétentes et le droit compétent peuvent être à la fois les tribunaux français et le droit français dès lors que le consommateur a son lieu de résidence en France. Et ce point est crucial. Par exemple, Amazon ou Facebook se sont fait condamner en France au profit de consommateurs français, et ce point sera très probablement soulevé par la banque N26, mais les consommateurs français ont des armes pour se défendre et pour obtenir la restitution de leur solde créditeur. C'est absolument impératif qu'un consommateur français puisse avoir accès à un tribunal dans sa langue natale pour qu'il puisse comprendre les tenants et les aboutissants d'un litige. C'est fondamental et crucial pour la lisibilité du droit et des décisions rendues en France pour un consommateur français. Alors Emma Leotti, je rappelle quand même que on n'a qu'une quinzaine de minutes ensemble, donc j'ai parlé d'ING et de N26 finalement dans le même sac, si je puis dire. Il y a quand même deux sujets différents, c'est qu'il y en a un où il y a un remboursement qui n'est même pas contesté quand on parle d'ING, ou en tout cas qui est affiché comme tel, et dans l'autre où il y a le sujet d'aller récupérer des dépôts qui ne sont pas encore totalement remboursés. C'est pas tous les clients de N26 pour le coup, c'est eux parlent de 97% des clients déjà remboursés, c'est ce que vous constatez également ou... Alors le pourcentage exact, je ne le connais pas parce que je ne suis pas à l'intérieur des murs de N26. Par contre, je vois une série très importante de consommateurs qui se retrouvent depuis parfois 2 ans bloqués avec des sommes assez importantes pour un consommateur qui peuvent relever de l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000 euros bloqués sur ces comptes. On a tout, le profil des clients est protéiforme, on a des étudiants, on a des personnes en retraite, on a des actifs, de jeunes actifs, et en l'occurrence, c'est absolument incompréhensible que d'avoir une application 100% mobile où vous n'avez aucun téléconseiller qui est là pour vous répondre et qui vous indique « Allô Houston, il n'y a plus personne ». Enfin, c'est incroyable. Ça pose le sujet effectivement de néobanques digitales et en plus quand elles ne sont pas basées en France, effectivement, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un souci. C'est la fin de cette émission, on n'a plus le temps, je suis désolé. Merci beaucoup Michel Guillot, président de France Consobank. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Merci également Emma Leotti, avocate spécialisée en droit bancaire. Merci à vous d'avoir suivi ce sujet donc dans Smart Patrimoine, et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro.